Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez du coup cette vidéo, et désolé, hein, l'image est saccadée, je sais pas ce qui se passe, la caméra a décidé de casser les couilles, et surtout je pense le logiciel OBS qui a décidé de me faire chier. Enfin bref, du coup, comme vous avez vu dans le titre, c'est mon petit retour sur le festival Yggdrasil, où j'ai été invité cette année. Alors le festival Yggdrasil, c'est un gros festival pop culture, science-fiction, fantasy et histoire à la fois, qui se trouve à Lyon. Voilà, qui se trouve à Lyon. Et j'ai eu l'honneur, la chance d'être invité pour la 10e édition du festival, qui était en plus une édition spéciale Seigneur des Anneaux, donc ils avaient construit un Balrog grandeur nature, il y avait le trône de Thor, il y avait beaucoup de stands et de gens en costume et d'associations dans le thème du Seigneur des Anneaux, dont la mienne, les Peuples d'Arda, que j'ai réussi à faire rentrer sur le festival grâce à ma présence de VIP. On a eu la chance là-dessus, donc je remercie l'organisation d'avoir accepté du coup mon association, parce que ça nous a permis de faire nos premières armes sur un festival, hein. C'était la première vraie sortie officielle de l'association. Le samedi, ça y a eu quelques couacs, tout ça, on n'a pas été ultra efficace, et le dimanche ça a été mieux, donc ça nous a servi de leçon, hein, concrètement. Ça nous a servi de leçon concrètement, moi ça m'a permis d'avoir un côté un peu plus aussi, essayer d'un petit peu mieux diriger le groupe, bien que j'étais là avant tout en qualité de invité, donc je n'avais pas la possibilité non plus d'être tout le temps sur le stand de l'association, et malgré ça, les gars je dis les gars, il y avait les filles et les garçons, hein, mais la sauce, ceux qui étaient présents ont réussi à faire un bon boulot de médiation avec le public, et surtout de faire la pub du GN à Endor, vous savez, notre GN Seigneur des Anneaux que nous organisons, et dont le prochain opus est du 17 au 20 avril 2025. Billetterie en description avec le lien du serveur Discord si vous voulez en apprendre un peu plus et rejoindre du coup l'aventure. Outre ça, j'ai eu du coup l'honneur de pouvoir être invité, de faire des dédicaces, et par la même occasion du coup de rencontrer beaucoup d'entre vous. J'ai eu l'agréable surprise de voir que vous avez été environ une 50aine à venir me voir en dédicace ce week-end, et je m'y attendais pas du tout. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, allez, il y a 3, 4, allez, 10 personnes maximum, que nenni. Il y a même eu des totales inconnus qui sont venus me voir juste pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, tout ça, qu'est-ce que vous produisez et tout, et qui du coup sont devenus des abonnés. Voilà, donc bonjour à vous. Et franchement, c'était c'était une belle surprise. Certains d'entre vous sont arrivés d'Alsace, d'autres de Montpellier, de Toulouse, même de Bretagne. Vous êtes des malades, hein, juste pour voir un connard qui partage sa passion, ça fait grave plaisir. Et puis ça permet de se rendre compte aussi que c'est pas que des chiffres, c'est pas que des nombres, il y a des gens derrière. Bon, j'en ai déjà conscience de base, hein, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de vraiment rencontrer certains d'entre vous dans un cadre pareil, d'autant que là c'était ma toute première série de dédicaces, et invitation officielle sur un festival. Hein, concrètement, ce que vous me faites serait vivre sur les réseaux sociaux, hein, c'est assez fou quand même. Parce que, bon, sur YouTube, on n'est même pas 5000, mais TikTok, vous êtes 118 000, Instagram, 12 000 et des poussières, Twitch, 3 000 et des poussières, machin. Enfin bref, en cumulé, vous êtes près de 50 000 à me suivre, parce qu'il y a aussi la page Facebook à côté. Donc, enfin voilà, c'est ce que vous me faites vivre sur les réseaux sociaux, le fait de regarder ce que je produis, de soutenir les différents concepts que je sors, de soutenir mon travail, de partager tout ça. Bref, ça a permis que j'en sois arrivé là, et franchement, gros big up à vous, hein, gros merci à vous, parce que voilà quoi, grâce à vous. J'ai eu mes premières larmes de fan. Coucou Margot. J'ai eu quoi d'autre? J'ai même eu un gamin qui s'appelait Théoden. C'est vous dire, il y a eu un gamin qui s'appelait Théoden. Voilà, c'était son prénom, c'est pas une vanne, hein. Théoden. Voilà, le roi Théoden de Rohan. C'est énorme. Et puis du coup, j'ai pu rencontrer aussi en vrai, enfin, Maître Thibaut et le Tropper, parce qu'on se connaissait déjà aussi sur les réseaux, on a déjà fait des trucs ensemble. Mais là, le fait de se voir en vrai et tout, c'était vachement sympa. Et puis bon, manger, boire, échanger faire des canons, discuter tout ça. Et puis il y avait aussi, encore une fois, Bulia, donc de la chaîne Les Mémoires de la Terre du Milieu, que je ne présente plus, hein. Encore une fois, de toute façon, les réseaux de tous les copains, là, ils sont en description. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font. Et donc du coup, le samedi, nous, on a pu faire Le samedi, on a fait un espèce de quiz, on était tous les 4 sur la grande scène, à faire un quiz tout ça, échanger un peu au niveau de la terre échanger un petit peu autour de la Terre du Milieu. Oui, monsieur chat, qu'est-ce que tu fais? Viens là, monsieur Mou.
On a fait un petit quiz le samedi, et le dimanche, Maestro Thibaut et le Tropper, eux, sont rentrés chez eux, et il y avait que Bulia et moi, et donc du coup, nous avons fait une séance de quiz / discussion, tout ça, qui va être la chose que vous allez voir du coup juste après. Juste après, parce que oui, on a quelqu'un qui a réussi enfin, un abonné de Bulia surtout, qui a un abonné aussi du coup maintenant, je crois, je sais plus, je suis perdu, bref, qui a eu la gentillesse de filmer pour nous notre intervention. Donc ça dure 45 minutes. Voilà, donc 45 minutes de discussion, d'échanges autour de la Terre du Milieu, de petits quiz, tout ça. Donc voilà, merci à lui de nous avoir capturé cela. Moi je remercie encore une fois le festival de m'avoir invité, de m'avoir permis de venir et d'avoir permis à mon association de faire ses premières armes du coup sur le festival. Dans l'ensemble, on a quand même passé un bon moment. C'était cool, on s'est pas emmerdé, plein de rencontres, plein d'opportunités, de contacts avec des associations ou des artisans. Donc c'était vraiment bref, c'était vraiment bien quoi. Donc ça a été vraiment une belle aubaine pour nous. Et en espérant retourner sur le festival l'année prochaine. Donc merci à vous, et pour ceux qui sont arrivés jusque là, bon visionnage du coup de cette prestation de cette prestation sur scène. Abonnez-vous et puis voilà, et puis un gros merci aussi, j'en profite juste avant, un gros merci à tous les tipeurs, à tous ceux qui ont fait un don unique ou juste fait un don tout court, notamment fin décembre et janvier, pour m'aider à traverser avec ma femme cette période assez compliquée pour nous en termes économiques. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir et me permettre de continuer de faire ce que je fais sur les réseaux sociaux, et il y a le Tipeee. Voilà, il y a le Tipeee, et je vous invite à aller du coup en description, et vous aurez le lien quoi pour y accéder. Voilà, donc bonne soirée, bonne journée à vous, et puis encore merci, puis à la prochaine sur d'autres festivals, et sinon sur d'autres vidéos. Et poutou. Ah, nous on est des pauvres types, il n'y a pas de musique classe, machin, juste deux glands qui débarquent. Bonjour. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Et vous avez compris l'ambiance, vous êtes posé déjà. On est pareil quand on tourne nos vidéos. Exactement, donc du coup on fait un rapide topo. Alors ici vous avez Bulia, de la chaîne Les Mémoires de la Terre du Milieu, la chaîne francophone la plus active actuellement. Une vidéo par semaine, la dernière c'est 50 minutes. Non, l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière, Galadriel, là c'est Glorfindel. Là c'est Glorfindel, ouais. Voilà. Et du coup de mon côté vous avez Galetorn, que vous pouvez retrouver sur TikTok, qui est aussi hyper actif. Mais lui il fait du Seigneur des Anneaux, c'est vrai que c'est cool, mais il fait aussi de l'histoire. Il va vous raconter pourquoi genre une arme est plus efficace qu'une autre dans telle ou telle situation. Il va vous remonter des petits trucs, des petits événements qui se sont passés, des petites choses, par exemple comment un guerrier pourrait réagir à un autre quand il le voit à une bataille spécifique. Histoire, Seigneur des Anneaux, jeux de rôle dans la nature, tout sur TikTok, Instagram, Twitch, YouTube. Et lui il est que sur YouTube, mais il a Twitch aussi. Suivez-le. Mais pas que du Seigneur des Anneaux. Comme vous remarquez à son look, il aime beaucoup le métal. Non. Et du coup, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui étaient là hier, qui ont vu un quiz relativement similaire à ce qui est censé être aujourd'hui? Eh ben vous n'avez pas les mêmes questions. Vous n'avez pas les mêmes questions, pas du tout la même ambiance, et puis il manque deux types qui n'étaient pas là aujourd'hui, ils n'étaient pas disponibles, c'est dommage. Ils sont actuellement l'un dans sa voiture, l'autre dans le train. On les salue bien fort. Et oui, salut à le Tropper et à Maître Thibaut qui étaient là hier. Et du coup, on va commencer tout bête, parce que, en vrai, faire un quiz comme ça, juste passer d'une question à une autre avec des numéros et tout, c'est un truc, mais... Relou. Est-ce que c'est pas plus fun de juste discuter, et ensuite on va se poser des questions tranquillement, essayer d'approfondir un sujet, et peut-être aller chercher un peu autour. Parce que les trucs académiques... Ils n'ont pas l'air convaincus. Ils n'ont pas l'air convaincus? Ils sont pas convaincus, là. Bon, convaincus ou pas? Un nombre 5 et 4... Oh, du bruit, là! Allez! Ah en même temps, les fans du Seigneur des Anneaux, ils font pas beaucoup de bruit. Non, on est calme, sauf pour hurler sur la série. Ça c'est vrai qu'il y a du monde, là. Là, il y a du monde, comme ça, j'ai dû hurler sur la série. La série, n'en parlons pas. On va éviter. On va en parler un petit peu, on peut aussi. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Chaque temps en sa chose. On va commencer un truc tout bête. Par ici, qui a vu les films du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit? En levant la main, sans hurler. Et maintenant, ceux qui ont lu les livres? Et maintenant, ceux qui ont fait les deux. Ah, bah voilà. Ça va pas. Et peut-être de l'univers un peu étendu?
Les contes et légendes inachevées, le Silmarillion, peut-être ce qui est des bouquins en anglais, les History of Middle-earth. Il y en a tellement qui sont sortis au-delà du Seigneur des Anneaux. Oui, qui sont notamment la suite mais qui sont notamment arrivés après la mort du professeur Tolkien, l'écrivain qui d'ailleurs de son vivant n'a publié que le Hobbit, dont nous allons avoir la chance de voir le centenaire en 2037, et le Seigneur des Anneaux. Tout le reste, c'est avant tout son fils qui a fait un énorme travail de recherche pour tout compiler. Et je vous jure qu'il y avait du travail. Et il y a eu du travail. Et il y a encore des trucs qui sortent. C'est vous dire. Pour vous donner par exemple une toute petite idée, il y a un truc qui était sorti dans le Silmarillion, édition publiée. Il existe une version d'une bataille, la chute de Doriath, pour ceux qui savent. C'est une bataille qui était très très peu documentée. Tolkien lui-même a écrit très très peu là-dessus. Il avait littéralement 2 mots sur un truc. Et le fils, quand il a s'agi d'écrire ça et de le sortir dans le Silmarillion, qu'on peut acheter encore aujourd'hui, il a dû quasiment tout réécrire lui-même. Il était là en mode, mais comment je vais faire, je dois réinventer un truc, je dois écrire, je dois être auteur en fait, je dois pas juste être interprète de ce que mon père il a fait. Et là tout récemment on a une lettre qui vient de sortir qui explique toute cette bataille par le père. Et ça c'est beau. Si le fils il avait su ça, ça aurait peut-être été différent ou peut-être pas. J'ai pas lu la lettre en question. Qui sait, peut-être que ce sera rajouté dans une édition future en rajoutant tous les détails. Il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance, vu qu'ils aiment beaucoup faire des éditions. Parce que le grand A, ou le grand S, ou le grand L, ou le grand E aussi. Pour ceux qui n'ont pas compris. Il faut bien vivre, hein, c'est important, la famille a besoin d'argent. Surtout l'un des petits-fils qui fait un peu de mabouac. Mais n'en parlerons pas ici. On va éviter. Mais du coup, maintenant, on est quand même là un peu pour vous poser des questions à vous. Parce que nous on sait ce qu'on fait à peu près, je crois. Hein. En tout cas, j'ai plutôt l'habitude avec une guitare sur scène, mais ça va aussi avec un micro. Ça c'est un autre truc. Oui, d'ailleurs, qu'il a un groupe de métal qui s'appelle Anonymous Bastard. On peut en discuter plus tard. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais en vrai, on va vous poser quelques questions sur l'univers du Seigneur des Anneaux. On pourrait commencer par des trucs tout bêtes, je sais pas, par exemple, t'as une petite idée qui te vient en tête là, comme ça? Quel est le nom complet de Merry? Ah, pareil. Là, chapeau, encore toi hier, on a eu beaucoup. C'est quoi son nom complet à Merry? Meriadoc Brandebook, exactement. C'est juste. Ou du genre, est-ce que les elfes ont des oreilles pointues? Oui, non. C'est jamais vraiment décrit. C'est jamais vraiment décrit, exactement. C'est pas sûr. Ils peuvent en avoir comme pas. On sait pas trop. Par contre, les semi-hommes, on a bien une description comme quoi ils auraient peut-être un peu les oreilles un peu en forme de feuille. Justement, c'est un truc. Mais c'est encore à débattre. C'est un truc qui est aussi à débattre parce qu'on dit aussi souvent que les hobbits ont une forme d'oreille qui se rapproche de celle des elfes. Mais si on dit qu'une forme d'oreille se rapproche de celle des elfes, ça veut dire que les elfes ont une forme d'oreille spécifique à leur race. C'est un truc qu'on voit pas ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils ont les oreilles pointues ou alors en forme de toaster, mais ce serait très bizarre. Oui. Après ce serait intéressant pour les hobbits s'ils ont des oreilles en forme de toaster à manger. Et ouais. Important pour le petit déjeuner. D'ailleurs, il y en a 6 ou il y en a 7 des repas chez les hobbits? La réponse est 6. Parce que le second petit déjeuner, c'est un ajout des films. Normalement, vous avez le premier petit déjeuner, les Elvensies ou collation de 11h, le déjeuner, vous avez le goûter, le dîner, le souper. Après, si on veut encore plus pousser le vice, on peut rajouter ce que j'appelle les caradocs. La collation de 23h, la collation d'1h du matin, de 2h, de 3h, de 4h, de 5h, de 6h. Le casse-dalle de 2h. Le casse-dalle de 2h, effectivement. Le fameux. Attention, n'allez pas dans les cuisines de Camelot, vous savez très bien ce qui s'y passe, il y a un Léo Dagan qui attaque un peu partout. Enfin, surtout sa femme. Attention à la bon. Je crois qu'on digresse un peu. Mais je crois que ces deux univers qui au final sont assez potes. Bah ils ont un lien commun, les légendes arthuriennes, mine de rien. Et oui, c'est juste parce que Tolkien a écrit de la légende arthurienne. Il l'a traduit en tout cas. Oui, il en a traduit. Et il a retravaillé tout ça. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, le professeur Tolkien, et je dis bien professeur, pourquoi? Parce que c'était un professeur de lettres à Oxford, donc il enseignait l'histoire et les langues à Oxford. Et il en inventait. D'ailleurs, il a d'abord inventé des langues, puis il s'est dit, si je mettais des mecs qui parlaient, ouf, la Terre du Milieu. Ah, il est allé loin. Il est allé loin. Sacrément loin. Tellement loin qu'il est mort avant même que ce soit fini, le loin. Ouais. Et même son fils est mort avant que ce soit fini, le loin. Non, il est le petit-fils. Qui sera probablement mort avant aussi que ce soit fini. Il y a des chances. Une œuvre familiale. La mort vous attend au bout du chemin. D'ailleurs, un truc
Peut-être une petite question comme ça. Est-ce que vous avez une idée, enfin, c'est peut-être beaucoup plus dur, hein. Est-ce que vous savez qui c'est l'elfe, le dernier à quitter les terres du milieu, qui est nommé? Parce qu'il y en a toujours un ou deux qui restent derrière, mais le dernier héros des elfes à quitter la terre du milieu. C'est pas Legolas, non? C'est pas Legolas, ouais. Legolas, il part avec Gimli, pas du même port que les autres, mais il part au sud. Lui, c'est plutôt le dernier membre de la communauté qui part avec Gimli. C'est le dernier membre de la communauté. Arwen, non. Non, Arwen, elle part pas vraiment. Son destin est pas clair à Arwen. Hein? Celeborn? Celeborn, c'est Celeborn. C'est Celeborn. C'est Celeborn, un des derniers. Putain, je m'en souviens même pas. C'est un des derniers à partir, parce qu'en fait, il part pas en même temps que Galadriel. Ouais. Parce que Galadriel, elle part de son côté, parce qu'elle a enfin le droit de retourner à Valinor, parce qu'en fait, si avant elle y retournait pas, c'est pas parce qu'elle voulait pas, c'est parce qu'on lui a dit, écoute meuf, non. Avec ce que t'as fait, avec, genre, t'as suivi Fëanor, t'as fait toute la... T'as foutu Le Dawa. T'as foutu le Dawa immonde en terre du milieu pendant un bon moment, même si t'as pas fait exprès. T'as pas le droit de revenir là, c'est mort. Et puis, jamais tu reviens. Il y avait aussi le fait qu'elle voulait avoir son propre royaume. Donc il y avait un côté vaniteux aussi. C'est vrai. Et du coup, à la fin de la guerre de l'anneau, quand la tour de Sauron est tombée, quand les hobbits sont retournés chez eux, quand le royaume réunifié des hommes est debout avec Aragorn à la tête, bien Celeborn, de son côté, il a continué pendant très longtemps à gouverner la Lothlórien, qui s'est étendue au sud de la Forêt Noire, où il y avait la vieille forteresse de Dol Guldur, celle qu'on voit dans le Hobbit. Elle a été rasée entièrement. Ça s'appelait d'ailleurs la Lórien Est. Ça s'appelait la Lórien de l'Est. Et il a vécu là-bas pendant très très longtemps. Et à un moment à peu près incertain du 4e âge, il est parti lui aussi vers l'ouest. Mais la date n'est pas précise. Mais on est sûr par contre que c'est un des derniers à être parti. Oui, parce que la dernière date écrite pour le 4e âge, c'est à la mort d'Eldarion, le fils d'Aragorn, qui meurt en 220 du 4e âge, après 100 ans de règne. Après, vous auriez pu me répondre Glorfindel, j'aurais dit oui aussi. Oui, ça aurait pu. Parce que Glorfindel, c'est le type, il est... Il y a Círdan aussi, qui techniquement est l'âge pour faire tous les bateaux. Círdan, c'est encore plus dur, parce que comme il vit au port, hein, oui. C'est encore plus dur. Mais Glorfindel, littéralement, après le Seigneur des Anneaux, il n'y a plus rien sur lui. Et même pendant le Seigneur des Anneaux, il n'y a presque rien sur lui. Alors que si, il est revenu. Le gars, il est revenu d'entre les morts. C'est pas pour rien. Il a quand même fait des trucs. Genre, il s'est soloté 2 Balrogs. Bonjour les 2000 points d'XP. À tout hasard, j'ai peut-être sorti une vidéo sur lui la semaine dernière. Vous apprendrez pas tout dessus, parce que dans mes vidéos, j'apprends jamais tout sur un sujet. Pour la simple raison que, si j'apprends tout sur un sujet, que je vais vraiment, par exemple, je vous parle de Gandalf pendant 3 heures, vous savez tout, le moindre truc sur Gandalf. C'est quoi l'intérêt de continuer à lire les livres après si tu sais tout? Pourquoi continuer à lire les livres? Le but, c'est que ce soit une mise en bouche. Eh oui. D'ailleurs, je vais parler de mon côté, parce que si je devais tout raconter, ne serait-ce que sur le format TikTok, vu la facilité aux gens de une vidéo 2 secondes, pouf, scroll, une vidéo, pouf, compliqué de vous faire tenir sur le long terme. Bande de feignasses. D'ailleurs, hier, on parlait des cités des hommes. On a parlé de Minas Tirith, on a parlé de Minas Morgul, on a parlé de tout ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'était le nom de Minas Morgul avant qu'elle se fasse capturer? Oui? C'est Minas Ithil, c'est juste. La tour de la lune, en Silmaril. Et on peut aller un petit peu plus loin dans le lore, un truc qui, quand je m'en suis rendu compte au début, ça m'avait un petit peu fait exploser la tête, j'étais là. Mais attends, en fait, ça fait sens. Pourquoi le Minas Ithil, la tour de la lune, Minas Anor, la tour du soleil? Et après, tu remarques un truc. Minas Ithil est dans le pays de la lune, Ithilienne. Et qui c'était qui était à Minas Ithil? Isildur. Et qui c'est qui était à Minas Anor? Anarion. Fils du soleil. Ça a complètement été... Toutes les régions, toutes les forteresses ont été nommées en fonction des fils d'Elendil. Oui. Quand ils sont arrivés comme ça. Osgiliath, la cité des étoiles. Bah oui, c'est entre deux. Entre les deux, oui. Sur la rivière, entre les deux. Quand j'ai appris ça, quand j'ai jamais appris ça en fait, je m'en suis rendu compte en faisant une vidéo il y a quelques années sur Anorian. Et j'étais là, mais attends. Anorian. Qu'est-ce que c'est que Minas ça? Anor, Anarion, mais... Attends, est-ce que de l'autre côté ça marche aussi? Et de l'autre côté ça marche aussi. C'est incroyable. Et j'étais là, mais le type il est allé chercher monstrueusement loin. Dites-vous que, bon, on en a parlé aussi hier pendant le quiz, je pense notamment aux arbres.
qui ont eux-mêmes une généalogie, parce qu'on peut s'amuser à faire ne serait-ce que la géologie d'Aragorn. Je pense que si vous voyez Aragorn, vous allez vous dire, bon, ok, il y a son père, machin, vite fait Isildur et Elendil. Alors, si on commence d'Aragorn, il y a déjà tous les chefs d'Unodain jusqu'à la chute d'Arnor. D'Arnor, il y a tous les rois ensuite de Arthedain. D'Arthedain, on a les rois d'Arnor. Des rois d'Arnor, on a les rois de Gondor, si je me rappelle bien. Non, Gondor, c'est Anarion. C'est un Arion. On descend du coup Arnor, puis on arrive d'Arnor, on arrive à Númenor, puis on arrive à la maison d'Anduinier, qui est la maison cousine de la lignée principale des rois de Númenor, et puis après on quitte Númenor, on revient en Terre du Milieu, on arrive avec Eärendil, leur ancêtre direct, qui est aussi le papa de Elros, premier roi de Númenor, et de Elrond, qui du coup, du point de vue d'Aragorn, est un peu son super lointain oncle. C'est bon, ça fonctionne, c'est bon. Ah. Qui est-ce qui a suivi l'histoire de la lignée? C'était dur. C'était dur. Et encore, on n'a pas cité tout le monde. Eärendil qui a fini comme une étoile, qui a bousillé le plus grand dragon que la Terre du Milieu ait jamais connu, plus grand que tous les univers qu'on puisse connaître en fiction d'ailleurs. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que Balerion la terreur, hein, dans Game of Thrones, c'est un pipi de chat à côté. Genre, vous avez Balerion, vous avez Encaladon quelque part. Ce qui s'est passé, pour vous donner une idée, la taille du dragon en question de Encalagon, elle n'a jamais été décrite vraiment très précisément. On ne peut pas dire son envergure, on ne peut pas dire même à quoi il ressemblait vraiment, à part qu'il était terrifiant. Quand il est tombé du ciel, il a écrasé 3 montagnes. Littéral, 3 montagnes plates. Il n'y avait plus personne. Et il s'est fait one shot. 3 montagnes aussi grandes que l'Everest. Imaginez 3 Everest. À plus d'Everest. Donc ça donne la taille du monstre. Voilà. C'est le plus grand dragon actuellement en fantasy, c'est Encalagon le Noir. C'est ça. Et pourtant on le voit qu'une seule fois. Il apparaît pendant quoi? 20 lignes. C'est ça, pendant la guerre de la colère, toute fin de 90 ans de bagarre. Coucou, c'est moi. Morgoth, il fait, je vois, oui, mon truc le plus balèze, le truc le plus mastoc que j'ai créé, machin, il m'a pris une quantité immense de mon être, puisque les dragons, c'est une partie de Morgoth, donc le premier seigneur noir, ancien patron de Sauron. Enfin, Sauron, c'est pareil, Pipi de chat à côté. Vous avez Pipi, vous avez Dieu. Pipi, Dieu. Je dirais pas ça. Parce que là où Morgoth était entièrement maléfique, tout ce qu'il voulait, c'était contrôler le monde, c'était avoir la domination sur tout le monde. Sauron, c'était plus pernicieux. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui? Sauron, au début, il pensait faire le bien. Quand il a commencé ses histoires, il pensait faire le bien. Ce qu'il voulait, c'était unifier la Terre du Milieu. Il voulait la soigner, mais à sa manière. Le problème, c'est que c'était à n'importe quel coup. Quel qu'en soit le coup, il voulait faire ça. Et le coût était beaucoup trop élevé. C'était beaucoup trop élevé pour lui. Et pour la Terre du Milieu. Et pour la liberté des gens. Et pour la sécurité. Du sang, du crâne pour le trône des crânes, hein, quelque part. Ça, c'est corne. Ça, c'est corne. Mais il y a un petit peu de ça, quand même. Mais du coup, après ça, on est allé chez les hommes, on est allé chez les elfes, on est un tout petit peu allé sur les forces du mal hier. On est très peu allé chez les nains. Bonjour, Krasad. Est-ce qu'il y a des gens par ici qui aiment bien le peuple des nains? Qui c'est qui aime les barbus ici? Ah, voilà. Très bien, très bien. Voilà le peuple des nains. Ça tombe bien, la moitié on débarque. Eh ben, j'en fais pas trop partie, donc ça fait la moitié aussi. Non, toi t'es à moitié elfe, toi t'es un truc bizarre, t'as un mélange un peu étrange. Après t'es petit, donc ça passe. Hobbit? Non, c'est plus petit encore, ça fait 1m20. Entre Hobbit 1m20 et 1m60. Et 60 cm, pardon. Je parle de Hobbit, pas l'autre. Et du coup, chez les nains, on connaît leur cité de la Moria. On connaît Erebor, la cité qu'on voit dans le Hobbit. Mais est-ce que vous arrivez à m'en citer une seule autre cité des nains? Il en existe plusieurs. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose? Au moins 2, si vous avez lu le Silmarillion ou les Contes des gens inachevés, qui devraient venir à l'esprit. L'ancienne cité naine des montagnes bleues. Et il y avait notamment 2 clans qui étaient là-bas, les Ventrus et les Barbes de Feu, dont des sans-bombures d'ailleurs. Tout à fait. Ça leur parle pas, je crois. Ah, c'est peut-être un peu difficile. Peut-être. En même temps, elles sont pas des masses mentionnées non plus. Pour leur défense, le peuple des nains est super mystérieux. Super mystérieux. Et je pense que c'est un truc qui intéresse beaucoup les gens dedans, c'est le fait qu'ils soient monstrueusement mystérieux. C'est qu'on sait pas, on connaît pas leur langue, on connaît que quelques mots dans leur langue, comme Khazad-dûm par exemple, qui est dans leur langue. Et ne serait-ce que leurs prénoms, les prénoms qu'on connaît des nains, c'est en fait les noms qu'ils se donnent pour les gens. Même Gimli s'appelle pas Gimli. Même Durin s'appelle pas Durin. Durin s'appelle pas Durin. D'ailleurs, juste avant de répondre, c'était les cités de Nogrod et Belegost dans les montagnes bleues. Mais effectivement, sur les noms, comme il dit,
on n'y connaît rien, c'est un peuple vraiment très casanier, très renfermé sur eux-mêmes, mais comme dit Gandalf, fier en amitié. Et j'ai oublié un autre truc, ils aiment l'or, ça oui. Il a dit ça, ouais. Ouais. Exactement ça. Un autre truc qui est rigolo avec Nogrod et Belegost, il y a une arme très fameuse qui a été Très forgée fameuse, dans les oui. deux cités. Il s'agit de Andúril, l'épée d'Aragorn, juste avant, Narsil. Elle a été forgée par un forgeron très connu du premier âge, Telkar. Telkar à l'ancien. Nogrod ou Belegost, je sais plus laquelle des deux. Je sais plus non plus. Mais en tout cas, ça a été forgé là-bas. Mais elle a été forgée là-bas, au premier âge, par un des nains. Après, comment l'épée, elle est passée de Nogrod et Belegost, À Númenor. cité des nains, à Númenor, ça, Un mystère. c'est un mystère. Comment elle est arrivée entre les mains d'Elendil, plus tard, qui l'a portée à la guerre de la dernière alliance, comme Autre on peut le mystère. voir dans le Seigneur des Anneaux, c'est aussi un mystère, on ne sait pas. Par contre, on sait après que Elendil, il l'a transmise à son fils, à Isildur, qui lui-même l'a transmise à un de ses écuyers. Et son écuyer a réussi à la ramener jusqu'à Foncombe, là où elle est exposée jusqu'à l'époque du Seigneur des Anneaux. Oui. Un peu avant, parce que quand il y a eu les chefs des Dúnedain qui sont arrivés dans le nord, les rôdeurs, quand les rôdeurs sont arrivés dans le nord et ont montré qu'ils étaient les descendants légitimes d'Isildur, ils ont récupéré les tronçons de l'épée, et à chaque fois, l'aîné de la famille récupérait l'épée, récupérait les tronçons de l'épée. Pour faire Et il y avait une... topo, pour faire un rapide topo, les Dúnedain, c'est le nom donné par les peuples de la Terre du Milieu à ces hommes descendants de Númenor. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les Núménoréens, ce sont des humains qui vivent au maximum 5 siècles. Parce que leurs ancêtres, il y avait 3 clans hommes qui ont, enfin 2, oui, non 3, les 3, qui ont combattu avec les elfes et les nains contre le premier Seigneur des Ténèbres, et en cadeau, les dieux, les Valar, leur ont offert un territoire, Númenor, ou pays appelé aussi Andor, le pays du don. D'ailleurs, il y a une série Star Wars qui s'appelle Andor, écrit pareil, ça m'a fait très rire. Tout comme d'ailleurs la planète forestière d'Endor. En Sindarin, Endor, ça veut dire terre du milieu. Vous sentez là le Lucas qui a fait j'adore ces bouquins, je vais piquer ça. Vous avez raison. Mais du coup, les Dúnedain, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle en terre du milieu. Et quand il parle des rôdeurs Dúnedain, c'est surtout après la chute du royaume cousin du Gondor au nord, donc l'Arnor. Donc en gros, ah bah non, il n'y a plus la carte. La carte, s'il vous plaît. Il faudrait la carte, s'il vous plaît. On a besoin de la carte. S'il vous plaît. Alors là, on est au Trou de Sam, à Hobbitbourg. Et on appelle ça un signal, les maisons de Hobbit. Oui, Et d'ailleurs, ils adorent s'offrir des trucs qu'on appelle des Mathom. des mathom, c'est une espèce de cadeau. Vous pouvez beaucoup voir ça dans le Seigneur des Anneaux Online, qui est le seul MMORPG actuel, toujours en vigueur, depuis quoi maintenant 15 ans. À savoir que la description d'un Mathom, Oui. c'est un objet dont tout le voisinage a pu l'avoir entre les mains, mais dont plus personne connaît l'utilité. C'est très Hobbit comme manière de faire. Oui. Si, il y a un musée dédié au mathom, c'est vrai. C'est juste, C'est il y a juste. le musée des Mathom de Grande Creusée, Oui. et il se trouve qu'à un temps, la cote de maille Bilbo. que Bilbo reçoit de Thorin dans le Hobbit, elle y est exposée pendant Oui. un temps. Alors, pour en parler de l'Arnor, l'Arnor en gros, c'était là-haut. C'était le royaume cousin du Gondor. Donc là, vous avez tout le Gondor, le meilleur des royaumes évidemment. Hein. Abonnez-vous, vive le Gondor. Qui était au sud, fondé par du coup Anarion et Isildur. Et au nord, vous avez Arnor, qui avait été fondé par Elendil. Et en gros, ce royaume, il va s'effondrer. Après moult guerres civiles, ça va faire un peu... Et oh. Pour ceux qui aiment bien l'histoire des Mérovingiens ou des Carolingiens, ça fait un peu comme ce qu'on appelle la loi salique. Un Uruk-hai. Rejoins le gène, toi, viens. Allez, viens sur le gène. Je crois qu'il a dit oui, c'est bien. Et en fait, ça a fait un peu comme la fameuse loi salique des Francs, où à chaque fois qu'on a des enfants, on divise le royaume entre les différents descendants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce royaume est parti un peu en sucette, et dans le même temps, on a un seigneur un peu casse-pied qui a débarqué du nom du roi sorcier d'Angmar, qui a mis son grain de sel, et puis le royaume a été anéanti, et après, les rois d'Arnor sont devenus les chefs des Dúnedain en exil. Vous voyez qui c'est, Aragorn. Vous voyez qui c'est le roi sorcier d'Angmar? C'est bon, le gros Nazgûl là avec sa grosse couronne dans le 3 qui se fait C'est ça. planter une épée à travers la tête par Éowyn. Eh ben, il y a peut-être une théorie qui raconte que le roi sorcier d'Angmar ne serait pas mort du coup d'Éowyn, mais de celui de Merry. Oui. Pourquoi? Parce que quand la prophétie avait été faite que aucun homme vivant ne peut me tuer, on parlait de homme avec la majuscule en fait, homme, la race des La hommes, race des pas hommes, un homme de sexe masculin. C'est ça.
Et du coup, effectivement, elle l'a affaibli et tout ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais Hobbit, n'étant pas un humain, il est très probable que Merry ait porté le coup fatal. Mais ça, On ne le sait pas. on ne le sait pas, et ça fait partie des nombreux mystères de Tolkien qui, pour moi, font un bon univers. En soi, ça montre quand même que c'est l'alliance surtout d'un semi-homme qui a rien demandé en un sens, et d'une femme qui à la base n'était pas censée se retrouver là. Donc en un sens une bonne représentation de l'humanité, puisque les semi-hommes apparemment seraient des humains qui ont évolué dans leur coin. C'est une belle représentation d'alliance, Tout à fait. ce qui est très marrant. Et donc maintenant, si on a parlé beaucoup des forces du bien là, si on allait un petit peu voir aux côtés du Mordor, Est-ce que vous savez d'où Isengard. viennent les orques? c'est où le... D'où viennent les orques? Là est la bonne question. Qui sont-ils? Est-ce que vous avez une idée? Le monsieur en bleu. Des elfes torturés? Quelqu'un a une autre idée? Ok, donc on reste sur effectivement le classique qu'on connaît via ce film, que ce soit effectivement des elfes enlevés et torturés et kidnappés par les pouvoirs des ténèbres au tout début des temps, et transformés, mutilés. Sauf que le truc, c'est que c'est la version des elfes. En réalité, il y en a au moins 5 des versions que le professeur a faites, mais aucune d'entre elles n'est sûre à 100%. Ça pourrait être des humains Ça pourrait être des humains, qui ont été effectivement. pervertis, qui ont été mêlés entre eux jusqu'à atteindre cette race des orques. Sauf que c'est incohérent parce que les humains sont apparus après les elfes et qu'il y avait déjà des orques du temps des elfes. Eh oui. Mais pourtant, cette version existe. Et certains disent que les orques auraient pu sortir de la boue issue des montagnes, des cœurs des montagnes, mais Oui. dans ce cas-là, c'est une forme de vie, elle vient d'où? Ah oui, et surtout comment il a pu animer ça, parce qu'il n'y a qu'un seul être dans tout cet univers qui accorde le fait d'avoir une âme aux êtres vivants, c'est Eru Ilúvatar, le dieu suprême. Il n'y a que lui qui donne le roha, l'âme. Oui. Pourtant, les nains ont été créés par Avalar. On va y venir après. Ça c'est une transition, Ça, mais c'est c'est la une belle transition transition. pixel, ça. On va en parler juste après. Concernant les orques, il y a aussi la théorie comme quoi ce serait tout simplement peut-être des esprits qui seraient venus d'en dehors du monde et qui se seraient incarnés puis ensuite reproduits entre eux. Et il y en a une autre où ce seraient des animaux qui ont été transformés et mutilés et qui expliquait pourquoi ils ont un aspect animal. Moi j'aime beaucoup celle-là, personnellement. Mon avis personnel, enfin non, mon envie personnelle, parce que mon avis n'a rien à voir là-dedans, je préfère la théorie comme quoi ce serait des elfes, parce que ça reste beaucoup plus simple. Puis ça reste assez cohérent aussi Et par plus rapport compréhensible pour tout le monde. Et puis surtout plus cohérent par rapport au fait que Morgoth n'aime pas les elfes. En même temps, quand tu vois ceux qui ont réussi à lui en mettre bien comme il faut, il fallait dans les jambes et tout, un Fingolfin. Mais du coup, ça nous permet de rebondir, parce qu'effectivement, on nous dit là que l'un des Valar, qui n'est pas un dieu, aurait peut-être créé une forme de vie. Effectivement, c'est le cas. On nous dit tout le temps que les elfes sont les premiers enfants d'Ilúvatar, les premiers à avoir eu un souffle de vie. Oui. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les premiers à avoir eu un souffle de vie, mais pendant un instant très très court, c'est les nains. Parce qu'il faut dire qu'à un moment, le dieu suprême Ilúvatar, il avait dit à tous ces Valar qui travaillaient avec lui, il leur avait dit en mode, les gars, je suis en train de créer un truc là, ça s'appelle une forme de vie. C'est des gens qui pourront vous révérer, avec qui vous pourrez discuter, échanger, créer des choses. Et Partager votre savoir, partager tout ça. c'est sans tout ça. Et les Valar, ils étaient impatients, surtout un. Il y en a un spécialement qui s'appelait Aulé, qui était féru de connaissances. Lui, il devait connaître les choses dans la profondeur, tout ça. Le Valar de la forge, des minerais, des métaux, de la pierre, Et des il s'est dit, je vais prendre la pierre des montagnes et créer ma propre forme de vie en fait. Je veux essayer, je veux voir ce que ça donne. Et ainsi ont été créés les 7 premiers pères des nains. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il ne bougeait pas. Ils n'avaient pas de vie en eux. Les seuls moments où ils pouvaient bouger, faire quelque chose, c'est le moment où Aulé lui-même les regardait et mettait sa pensée en eux pour qu'ils fassent ce qu'il leur disait de faire. En fait, c'était des poupées. C'était des pantins. Ils servaient à rien, c'était des pantins. Et du coup, Ilúvatar, le grand dieu, est arrivé vers lui puis lui a dit, écoute, c'est très Retire-moi simple. ça. Retire-moi ça. C'est avant les elfes, je suis pas d'accord. Retire-moi ça, je te dis. Ok, papa. Et Aulé, Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son marteau de forgeron et il a voulu écraser les nains, mais d'un seul coup de marteau. mais les nains Et ont qu'est-ce qui s'est imploré. passé? Les nains, qui ne devaient pas bouger, ils se sont cachés. Ils ont commencé à bouger, à vouloir se battre pour leur vie.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Ilúvatar, il a décidé de prendre. Il a pris en pitié la création de Aolei et leur a octroyé le Hlora, donc l'âme, le feu sacré. Le fameux feu sacré dont parle Gandalf quand il combat le Balrog. Je suis un défenseur du feu secret. Le feu secret, c'est l'âme. Et après ça, le problème c'est qu'on appelle toujours les elfes les premiers-nés et pas les nains. Pourquoi? Exact. Parce qu'il a dit, Ilúvatar, il a dit, ok, ta création, je vais lui donner vie, je vais lui donner une chance. Par contre, t'as fait un truc qui est vraiment pas cool. Ils seront cupides. Ils vont avoir aucun amour pour la nature. Tout ce qu'ils vont toucher qui va avoir trait à la nature, les arbres, les plantes, ils vont le détruire. Tout ce qu'ils vont aimer, c'est leur propre personne et la terre dont ils sont issus. Et c'est comme ça que la plupart des nains, jusqu'aux derniers âges de la Terre du Milieu, vivront dans des mines. Et très peu iront à l'extérieur. Et les rares qui vont à l'extérieur, c'est des marchands qui vont juste faire quoi? Échanger leurs biens contre de l'argent. Ou d'autres biens qu'ils ont besoin. Genre par exemple, la nourriture, essayer de faire... le poids, tout ça. Essayer de faire pousser du blé en souterrain. Ça marche Les pas. gars, à part des endives, ils n'auront pas grand chose. D'ailleurs, c'est un truc qui était assez intéressant au niveau de l'interprétation de Khazad-dûm dans les Anneaux de pouvoir, c'est le fait d'utiliser une soi-disant technologie de miroir pour faire en sorte de capturer la lumière solaire pour faire des cultures souterraines. Alors, dans les livres, il n'y a rien de cela, mais en soi, c'est un des rares trucs que la série a bien fait. C'est brillant. C'est très brillant. D'ailleurs, ça m'a fait penser au miroir que Archimède aurait conçu pour cramer les navires des Romains à Syracuse, en moins 261, si je me rappelle bien. Il y a un autre truc que j'ai vu dans la série. Histoire, sur des anneaux. Il y a un autre truc que j'ai vu dans la série qui m'a énormément plu concernant les nains. C'est cette histoire. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu la série des Anneaux de pouvoir. Où l'on vomit comme moi, mais. Oh, quand même. Et bien à un moment on voit qu'il y a la princesse des nains, Disa, qui va pour trouver du minerai, elle va chanter vers la terre et tout ça, en direction des pierres et autres. On n'a aucune trace de ça, rien n'a été écrit à ce niveau-là. Absolument. En revanche, comme tout le monde de Tolkien, toute la Terre du Milieu fonctionne en musique, est-ce que ce serait pas logique au final que les nains qui eux-mêmes sont issus de la Terre arrivent à ressentir un endroit où il y a un minerai, un endroit où il faut creuser, un endroit où il ne faut pas creuser? Est-ce qu'ils n'arriveraient pas à le ressentir en chantant en fait? Est-ce que c'est pas normal au final? C'est brillant, c'est le truc le plus brillant de la série des Anneaux de pouvoir. Pour moi c'est la meilleure idée qu'ils ont eue. Parce que ça développe les nains, ce qui est très intéressant, et ça le développe plutôt bien. Et ça fait plaisir. Et ouais. Sauf quand ils arrivent à saison 2 en mode coucou Rambo, mais sinon le reste c'est bien. Il y a toujours le bon et le mauvais. Hein. Après l'anneau qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver d'autres trucs et tout, voilà. Vous verrez bien. Ou qui laisse un Balrog sous terre en mode normal. Oh coucou. Oui. Voilà, le Balrog. Les humains, comment ils sont arrivés, il dit. Les humains, comment ils sont arrivés en Terre du Milieu? Eh ben on est les deuxièmes. C'est comme les elfes. Comme les elfes. Ils dormaient là. Ils ont été créés, posés, et ça a attendu un événement particulier pour apparaître. Les elfes, eux, se sont éveillés à l'apparition des premières étoiles dans le ciel. Est-ce que vous savez ce qui a éveillé les hommes? Quel a été le premier éveil des hommes? Il y a eu un événement, un gros événement qui a fait qu'ils soient apparus. Qui a éveillé les hommes. Est-ce que vous avez une petite idée? Le soleil, exactement. Bravo. Les humains qui sont le peuple du soleil. Quand le soleil est apparu pour la première fois dans le ciel, ainsi que la lune, les humains se sont éveillés à l'est. Là où les elfes, eux, c'était les étoiles. Et c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les Eldar, le peuple des étoiles. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le nom du pays où les hommes se sont éveillés? Oui. Ça c'est un peu technique, parce que c'est un pays qui apparaît même pas sur la carte. Là, il apparaît. Vous pouvez avoir la carte. Carte du premier âge, non. Sauf si ça fait une carte étendue, mais il me semble pas que... Dans l'Atlas de la Terre du Milieu, on peut l'avoir. L'Atlas de la Terre du Milieu, oui. Dans les cartes créées par le professeur lui-même, il y en a, mais c'est plutôt des esquisses. Le nom du pays, se sont éveillés les hommes, ça s'appelle... Orodruy. Ah non, c'est Hildorien. Le nom du pays c'est Hildorien, loin à l'est. Très loin à l'est. Tellement loin à l'est que cette terre a fini par disparaître dans les terres et les légendes. Tout comme l'endroit où les elfes sont apparus, ils sont apparus au bord d'un lac qui s'appelait pas Elkar, c'était Cuivienen. Elkar, c'est le nom de la mer au nord, entre la Terre du Milieu et
Valinor au premier âge, il y avait à cet endroit-là une mer qui était gelée, qui pourrait rappeler un peu l'idée du détroit de Bering et ce genre de choses-là. Et il y a même des tarés qui sont passés à pied là. Et ça c'est une épopée incroyable. Glorfindel, Galadriel en faisait partie. Glorfindel aussi. Oui, c'est vrai, mais j'étais pas. Glorfindel aussi. Et il y avait des héros comme Fingolfin qui ont passé là. Et il y en a même certains qui ont payé. Ils sont partis de Valinor, de cet endroit-là, à plus de 5000. Ils sont arrivés sur la Terre du Milieu à moins d'1 millier. C'est vous dire la dangerosité du froid. D'ailleurs, pour faire rappel, comme on disait hier, le mal en Terre du Milieu n'est pas symbolisé par le feu, mais avant tout par le froid. Surtout le froid. Même salement le froid. Bah, le roi sorcier d'Angmar. Déjà, oui, donc il y a un machin du froid. Et c'est ça qui montre aussi, peut-être d'un côté, que Sauron n'est pas forcément entièrement mauvais, vu qu'il il se sert pas du froid, en fait, Sauron. Jamais. Lui, c'est le feu, parce que comme c'est un ancien disciple d'Aolei, le Vala des forgerons, et surtout des nains, bah lui, son truc, c'est la forge. Donc on la forge, on utilise quoi pour forger? Non, pas du vomi, du feu. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les nains se sont jamais fait corrompre par Sauron? Parce qu'ils viennent du même gars. Parce qu'ils sont là, mec. Essaie de te cacher tout ce que tu veux, on sait très bien d'où tu viens, on reconnaît ta voix, on reconnaît ta façon de parler. C'est d'ailleurs les seuls à vraiment se rendre compte de qui il est, quoi. Qui ont vraiment un truc de... Les elfes se doutent, mais les nains, eux, vraiment, ils le voient, ils font... Non, toi non, toi c'est... m'approche pas. Par contre, avec les anneaux de pouvoir, la seule chose que les anneaux de pouvoir des nains ont développé chez les nains, c'est leur cupidité et leur volonté d'amasser une quantité astronomique d'or. Sinon, sur le pouvoir des nains, bah, ça fait quasiment aucun effet sur eux, puisque techniquement, ils sont aussi conçus pour résister à tout le mal que Morgoth faisait déjà à l'époque. Parce que les Valar l'ont déjà combattu bien avant tout ça. Et comme ils savaient le mal que pouvaient être, les nains, eux, c'est la seule race vraiment conçue expressément pour résister au mal. Ou du moins, le plus possible. Les elfes, ils y arrivent, mais les nains, alors là, c'est un level divin presque. Ça fait beaucoup de mal tout ça. Est-ce qu'on n'irait pas se poser au calme dans la comté, chez les Bolbites, un truc tout bête par exemple, voilà. Est-ce que vous avez l'idée par exemple du nom d'une taverne chez les Hobbits qui ne soit pas le Dragon Vert? Ah oui, l'autre, oui c'est vrai, il y a l'autre. Une autre à part le Dragon Vert, il y en a au moins 2. Même moi je m'en souviens pas, ma lecture du Seigneur des Anneaux commence à remonter. Ouais. Ils sont quasiment pas nommés, dans le livre ils sont nommés 2 fois. Personne n'a une idée de ce que ça pourrait être? Dans le sud du pays, on a une petite taverne dans un bled qui s'appelle Stock, qui s'appelle le Perchoir Doré. Et il paraît qu'on y fait la meilleure bière de la comté. C'est Sam qui dit ça. Et qu'au moment où ils veulent passer à cet endroit-là, dans le livre du Seigneur des Anneaux, Sam il est super triste parce qu'il dit quand même passer à côté de la meilleure bière de la comté. Ah. Lui il avait envie d'aller boire sa binge, et bah il peut pas. Et une autre qu'on peut nommer. Est-ce que les Hobbits par hasard seraient pas un peu des métalleux quand même? Oh. Fumer, boire, danser. Et il y en a une autre, du coup qu'on aurait pu avoir comme référence, qui s'appelle le Buisson de Lierre, qui est aussi à l'Ezo, le même bled que où il y a le Dragon Vert. Mais elle est plus loin sur la route. Oui, parce que le Dragon Vert n'est pas Hobbitbourg. Non. Ça c'est dans les films. Parce que Hobbitbourg c'est juste un des gros patelins et en chemin il y a les eaux. L-E-Z-E-A-U. Est-ce que j'y pense comme ça? Quelqu'un d'entre vous? C'est une question qui est super pointue et super inutile. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît l'adresse de Bilbo? Qu'est-ce que c'est son adresse? On la connaît. Et la version qui est donnée dans le film du Seigneur des Anneaux, je l'accepte aussi. Même moi, je m'en souviens pas. Attends. Ah, quoique, attends. Alors déjà, on peut commencer par la Terre du Milieu, tout bête, voilà. Ensuite, la région, Eriador. Ok. Ensuite, on peut aller dans le pays, la comté. Pays du comté. Ensuite, il y a 4 quartiers dans la comté. C'est le quartier ouest de la comté. Et ensuite, là, par contre, là, ça devient plus difficile. La ville, c'est Hobbitbourg. Hobbitbourg, ouais. Eh oui. Chemin du trou du talus. Chemin des trous du talus. Ça va rien. Et c'est le numéro? J'ai passé 5 heures à la chercher. Parce que c'est le premier, c'est la première maison qui a été construite sur les chemins du trou du talus. Et la plus grande. Bah oui, parce qu'en fait le chemin du trou du talus, le reste du chemin, c'est des maisons très pauvres. C'est là où vit Sam Gamgee. Oui. Sam Gamgee qui est jardinier, tout bête. Jardinier au service des saquets.
des sakés, et même son père avant lui était au service des sakés, et ils aidaient leur oncle qui était lui-même au service des sakés avant. Tant mieux. Donc ça remonte de loin, l'amitié Gamji-Saké, ça remonte de très très loin. Famille de serviteurs. Et oui, Mais amis en même temps, ce qui se respectait, mine de rien. mais quel serviteur! Oh oui. Parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est même pas une question. Le vrai héros du Seigneur des Anneaux, c'est Sam Gamgee. Non, c'est Gollum Aussi. aussi, quelque part. Involontairement, surtout. Bah, bon, oui, ça c'est sûr. Monsieur, il a voulu faire un saut dans une piscine. Pas de bol, c'était de la lave. Elle a fini en saucisse. Ça s'est grillé. Peut-être une petite question, en dehors de l'univers, quand même, qui a un petit peu attrait. S'il y avait, pensez à tout ce que vous connaissez du Seigneur des Anneaux au-delà des films, s'il y avait un événement, un truc que vous aimeriez voir au cinéma, porté en série, peut-être en film, peut-être en animation, qu'est-ce que ce serait? Oui? Le siège d'Antman par les armées elfes. Oh, alors ça, ce serait grandiose. Oui, Tellement mais grandiose que comment? Il faudrait déjà que les gens d'Hollywood et autres comprennent c'est quoi les elfes. Parce que quand tu vois ceux de la série, c'est pas des elfes. Non, pas tellement. Ouais, c'est un anneau encore s'en rapproche, mais ils ont pas de Oui. comprendre c'est quoi l'essence d'un elfe. En même temps, nous sommes des humains, comment le comprendre? Et surtout les elfes du premier âge. Et ceux-là, Parce que, attendez, ça c'est un niveau truc de incroyable. dinguerie. Vous Elfes avez... du troisième âge, deuxième, là-haut il y a quelque part les Eldar du premier âge. Là c'est... Au troisième âge, les elfes, si vous voulez, c'est un peu des vieillards qui sont là. Ils sont tous vieux au troisième âge, les elfes. Et ils sont là, ils sont nostalgiques d'une époque. La moitié, au fait, ils se rappellent que comme des moments glorieux qu'ils ont dans leurs livres. Oui. Et ensuite, il y a eu le deuxième âge, juste avant, où là, les elfes, ils étaient encore un peu combatifs. Ils ont vu Sauron se poser en terre du milieu, ils ont essayé de le combattre et ils se sont fait annihiler. Ils La se sont première fait fois. annihiler La première fois, oui. par Sauron en terre du milieu. Et vous avez le premier âge. Les Ménoréens qui leur ont sauvé des niches. Au premier âge, vous aviez des trucs de type. Vous voyez, on parlait de Morgoth avant le grand seigneur des ténèbres qui réduit Sauron au rang de petit. Toutou. De petit toutou, voilà, littéralement. Eh ben, il y a un elfe, il est arrivé vers Sauron, devant lui, vers Morgoth, devant lui. Il lui a fait ok, mec, 1v1. Vas-y, 1v1 maintenant. Et il a failli le battre. Il a failli le battre. Et j'ai Il entendu lui a- hurler un Fingolfin. Un Fingolfin, effectivement, il lui a quand même arraché un pied, effectivement. Ce qui fait que Morgoth, pour le reste de tous ses jours, boitait. Morgoth était boiteux. Il est parti se polcheronner à Thélan du Ch'tou avec son pied beau. Je crois que c'est ça. Oui. Mais pour vous dire, les elfes au premier âge, c'était autre chose. Ils étaient capables de 1v1 des Balrogs. Ils ont laissé la vie entre deux, il n'y en a pas un seul qui est sorti vivant de son duel contre un Balrog. Pas un seul. Mais il les combattait en 1v1 quand même. Mais il les avec combattait eux en- jusqu'à la mort. Ils les combattaient en 1v1. Et même, Le la seul mort- qui a survécu face à un Balrog, c'est Gandalf. Et encore. Oui. Pas vraiment. Sa forme physique de Gandalf le Gris Et a été wipe out. Et en plus, c'est au troisième âge. Et c'est au troisième âge. Mais pour vous dire, la violence des elfes au premier âge, Et Gandalf, c'est pas et un c'est elfe. pas un elfe. C'est un être du même plan physique que les Balrogs. C'est-à-dire, c'est un espèce d'ange, un maillard, et les Balrogs, c'est des maillards corrompus. Du nom, est-ce que vous connaissez leur nom en elfique, comment on les appelle? Les Balrogs. Ça, c'est difficile. Les Balrogs, c'est un Sindarin, si je me souviens bien. Et leur nom, autre nom, bien connu aussi, et qui inspire beaucoup la terreur, est en Quenya, celui-là. Donc le haut elfique, est-ce que vous l'avez, celui-là? Même moi, je l'ai plus. J'ai fait un épisode dessus il y a 3 semaines, j'ai oublié. Les Valar Raokar, les démons de feu. Ouais, on va dire que c'est ça. Ah ouais. Si, c'est ça. Mais du coup, pour revenir sur la violence des elfes à cet âge-là, ils avaient des cités qui étaient tellement connues que même jusqu'à la fin du troisième âge, des millénaires plus tard, on entend encore leur nom. Gondolin, on entend parler de Gondolin, et tout le monde, tous les elfes de la Terre du Milieu se rappellent de Gondolin, même les humains se rappellent de Oui. Gondolin. Nargothrond, Nargothrond, un peu moins. Et Plus pour pourtant, les érudits encore. pourtant Nargothrond a eu en son temps. sein, le meilleur elfe à jamais vivre, Finrod, le Finrod, frère c'est de la boule. Galadriel. Oui. Ah, ça se défend. Ça se Clairement, ça se défend. Parce que. Après, parce que- Finrod, il a eu une mort quand même assez pourrie. Ah, oui. Mais ça, Mais c'est pas pourri, c'est plutôt sale. Oui. Tout sale. mais ça, on verra. Parce que On verra, on si verra. ça se trouve, si on dit ça comme ça maintenant, ça va être un spoil de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir parce qu'on risque de le voir. Ah, tu penses qu'on a un flashback J'ai dit on dessus risque. On verra. Ouais. Et ils savent toujours nous surprendre. Hein.
Oui, J'ai pas dit que c'était bien. Je prends très bien comme horriblement. Mon petit cœur a mal. Mais du coup, on va arriver bientôt au bout de cette discussion, parce qu'au final, c'était plus une discussion qu'un quiz. On s'est dit que hier, on avait fait quiz entièrement avec des questions enchaînées, mais là, on s'est dit, on va faire un truc un petit peu différent, un peu plus chill. C'est ça. J'espère que ça vous a plu, déjà. Et puis, deuxièmement, bah, comme on a encore un petit moment, si vous avez une petite question, un petit truc, un truc que vous avez toujours voulu savoir, profitez, c'est le moment. Peut-être que nous aurons la réponse, nous ne sommes que des humains. Oui. À la fin du Seigneur des Anneaux, ils sont tous les nains pour la grande bataille. Ah, que deviennent les nains à la fin du Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Eh ben, Des cailloux. déjà, des cailloux, tout à fait. Eh ben, il y a bien un truc dont on sait, deux même. Le premier étant que, quelque part au 4e âge, quand Durin, 6e du nom, apparaîtra, Khazad-dûm sera reconquise par les nains, mais on ne sait pas quand. Et une autre qui concerne Gimli. Gimli, durant les deux tours, notamment, quand il y a la bataille de Fort-le-Corps, au gouffre de Helm, ou gorge de Helm, comme vous voulez, eh bien, en explorant le gouffre, il a découvert ce qu'on appelle des cavernes scintillantes d'Aglarond. Et il a tellement été subjugué par la beauté de ces lieux qu'il en a même parlé à Legolas, il voulait absolument le faire visiter. Après la guerre, ils s'y sont allés à faire un tour, et Legolas a été tout à fait d'accord avec lui, c'est un des rares elfes qui a su apprécier la beauté de l'intérieur du monde. Et Gimli avait dit, la guerre quand elle sera finie, je vais fonder une colonie naine là. Et bien c'est ce qu'il a fait. Il est remonté à Erebor, il a ramené des longues barbes à Aglarond, et ils ont fondé la toute première colonie naine des Montagnes Blanches. Et suite à ça, bah, entre-temps les nains, ont réparé les portes de Minas Tirith avec des portes en mithril. Autant dire qu'il y avait de l'argent, hein. Mais heureusement que c'était des alliés, hein. Cadeau diplomatique, tiens. Et Gimli, lui, entre-temps, après, on sait qu'il est parti à Valinor avec Legolas sur un bateau gigantesque construit par celui-ci. Et c'est d'ailleurs le seul et unique nain de toute l'histoire d'Arda à avoir été invité à Valinor, surtout, de un, parce qu'il était membre de la Côté de l'Anneau, mais surtout par rapport à son amitié avec Legolas, qui est une des rares à être aussi intense en terre du milieu, la plus ancienne étant celle de Celebrimbor et Narvi, ceux qui ont construit la porte ouest de la Moria, par où passe la Communauté de l'Anneau notamment, que le guetteur explose dans le 1. Dans le bouquin, je sais plus, mais... non, dans le bouquin, oui. En tout cas, dans le bouquin, il met les arbres au travers de la porte. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'avais une question? Elle dit qu'elle est plus petite qu'un hobbit. Ça dépend, tu mesures combien? Attends, viens, monte. Vas-y, hop là, tiens, hop, go. Ok. Voilà. Ouais, tu es un hobbit, oui. Dis-nous que le hobbit mesure en moyenne 1m20 et 60 cm. Mais il y a quelques gugus qui ont dépassé cette taille-là, comme ton mugissant. Hop, vas-y. Comme Merry et Pipin aussi. Merry et Pipin, c'est les plus grands hobbits de la tradition. Enfin, eux, ils ont triché. Mais oui, ils ont cheaté. Ils ont cheat. Ils ont bu de l'eau des Ents, ils ont fait... C'est exact. Parce que Taureau Mugissant, c'est le seul hobbit qui était capable de monter à cheval. Et qui a décapité la tête du roi gobelin, machin, tout le monde connaît l'histoire, il a inventé le golf. Là, vous la connaissez pas cette histoire? Allez lire Le Seigneur des Anneaux, vous allez le savoir. Tout à fait. Mais du coup, bah voilà, je crois que là, on arrive à la fin J'aimerais juste dire un truc. de nos petites discussions. Vas-y, je te laisse la parole. Le Seigneur des Anneaux, l'univers en lui-même a beau être un univers de fantasy, étant donné que le professeur était avant tout un passionné d'histoire, si vous vous amusez à analyser les bouquins, vous allez tomber sur des tas de choses qui vous font penser à l'histoire. Tout à l'heure, je vous ai cité le coup des Mérovingiens et des Carolingiens qui avaient la loi salique, le fait qu'ils divisaient le royaume entre leurs fils, ce qui a donné la chute d'Arnor. Il y a d'autres choses aussi concernant, par exemple, notamment l'équipement et le matériel utilisé par les peuples. Il faut savoir que la majorité de ce qu'on est censé voir normalement dans la réalité est inspiré du 6e siècle de notre ère. Rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Par exemple, si on regarde les soldats du Gondor, ils sont tous armurés de la tête aux pieds, armure de plaque, côte de maille, tout ça. Si vraiment le Gondor avait des armées comme ça, Sauron n'aurait même pas besoin de débarquer, il n'y aurait déjà plus de forêt. Parce qu'il en faut du charbon pour chauffer le métal. Par exemple, les seuls... D'ailleurs, ça c'est l'anecdote qui est très drôle, la seule vraie représentation des Vikings qui existe actuellement au cinéma, hormis le film The Northman, merci à lui d'exister, allez le voir, c'est un excellent film qui reprend un peu la saga de Hamlet, écrit par Shakespeare plus tard. Les Rohirrim sont la seule représentation du cinéma qui représente le mieux les Vikings au cinéma. Et pourtant c'est de la fantasy. Mais c'est tout bête puisque les Rohirrim sont d'inspiration anglo-saxonne et scandinave.
C'est pour ça que vous voyez plein de pièces d'équipement, vous faites tiens c'est marrant ça, c'est histo ça. Et du coup, c'est sur ces mots-là qu'on va se laisser pour le moment, mais, autant Gaël que moi, on va se balader dans la convention toute la journée. Du coup, si vous avez des questions, vous voulez voir des trucs sur le Seigneur des Anneaux, nous demander ou quoi, n'hésitez pas, on est là pour ça en vrai. Hein. Donc, merci beaucoup d'être venus, de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve tout bientôt. Et pour ceux qui veulent, moi je vais être en dédicace juste après dans le stand dédicace pendant 1h30, donc si vous voulez passer, je vais ramener celui-là quand même juste après, comme ça si vous voulez en profiter, profitez-en.